Alors on a parlé, enfin Julien a parlé de consommation électrique et on aura le plaisir dans quelques instants d'écouter Véronique de Bellevallée, directrice régionale de DF Commerce. Mais avant ça, il y a un témoignage qu'on voulait vous partager, qui est celui d'un entrepreneur qui n'est pas de la région, mais qui est de la Drôme, qui est à Romans, et c'est Thomas Hurier. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Tu nous entends bien ? Ouais, vous m'entendez aussi ? Ouais, super, merci beaucoup. Alors voilà, moi je suis un peu hors champ, mais voilà. Thomas, alors il ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais il a quand même voulu être présent à distance. Et Thomas, donc tu es président, fondateur de 1083, et tu nous fais le plaisir ce matin de nous partager ta vision, ton expérience. 1083, c'est une marque que beaucoup de Français connaissent, que peut-être certains d'entre vous vont découvrir ce matin. Et en tout cas, nous on a trouvé chez Digital World Valley que c'était un témoignage très très inspirant pour comprendre comment on peut concilier performance économique et impératifs environnementaux, en faire une marque de fabrique et monter tout un business au-dessus et aller inspirer évidemment d'autres personnes. Voilà, alors je sais Thomas que tu as des contraintes aussi, donc je te laisse prendre la parole et on est encore une fois très heureux de t'écouter ce matin. Très bien, merci pour l'accueil, bonjour à toutes et tous. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous physiquement, d'autant plus que j'ai l'impression que vous êtes dans une usine, je vois des pochettes au-dessus de vos têtes. Donc voilà, alors, en direct de notre usine de Romans, je suis ravi de mettre un pied dans la vôtre. Moi je suis le fondateur de 1083, c'est une marque de jeans et de basket que j'ai créée il y a 9 ans et demi. À la base je suis informaticien, mais je m'ennuyais dans mon boulot d'informaticien, je voulais du sens dans mon travail. Donc j'ai ouvert une boutique de vêtements bio-équitables par opportunité parce que ma famille avait une maison en face d'une ancienne caserne militaire qui est devenue un centre commercial. Et donc la proximité de ce centre commercial a fait que je me suis intéressé au commerce, à la mode, ce que je ne connaissais pas. J'en étais même très loin d'ailleurs parce que j'étais informaticien. Et puis donc j'ai ouvert une boutique de mode éthique parce que je voulais du sens. Cette boutique de mode éthique a pivoté les 2 premières années, puis j'ai appris à aimer la mode, à aimer le commerce. Jusqu'en 2011-2012 où mes fournisseurs de mode ont fermé parce qu'en fait toutes ces marques éthiques, tout le monde était à peu près ok en fait avec le principe de respecter les gens, respecter l'environnement. Personne ne faisait travailler parmi nous ces enfants ou ne met des pesticides sur ses tomates dans son jardin. Donc en fait on est tous foncièrement pour l'écologie. À la condition que ce soit notre portée en quelque sorte, et cette portée elle repose dans la mode sur le style. Et en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, à l'époque où Made in France, le bio, n'était pas aussi populaire, c'était un peu marginal, mais l'offre de mode était elle aussi marginale, avec des vêtements qui n'étaient pas très beaux, très engagés, je dirais, très very cool, mais pas populaires. Et donc quand ces marques ont fermé, moi j'étais un peu frustré de voir qu'en fait tout le monde partageait les idées que je voulais porter, mais que finalement personne s'y mettait, non pas à cause du fond, mais à cause de la forme, à cause du fait que ces vêtements étaient trop péruviens pour certains. Et donc, quand ces fournisseurs ont fermé, je me suis dit que ces belles valeurs, il fallait les mettre dans des beaux produits que tout le monde porte, et c'est là où je me suis intéressé au jean, parce que le jean, tout le monde le porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait un véhicule très populaire, très universel, de ces idées, de respect des gens, de respect de l'environnement. Et donc je me suis dit pourquoi pas recréer une filière de jean en France, puisqu'il n'y en a plus. Le jean c'est un produit très modélisé, très populaire, très concurrentiel, très polluant, qui est français pour les Français parce qu'on est à l'origine de Nîmes, qui vient de Nîmes, qui est américain pour les Américains parce qu'on va monter l'arrivée avec les vis, qui est indien pour les Indiens parce que l'indigo, le colorant qui sert à teindre les jeans en bleu, ça vient de l'Inde, Inde, indigo. Et puis aujourd'hui, ce jean est tellement mondialisé qu'il est aussi asiatique parce que c'est l'usine du monde et c'est là-bas qu'il est principalement fabriqué. Donc en fait, tout le monde voit midi à sa porte, ce qui en fait un outil de porteur de sens très intéressant parce qu'en fait, il est à la portée de chacun. Et donc voilà comment j'ai décidé de lancer 1083 en 2013. 1083, c'est la distance qui sépare les 2 villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc notre concept, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, que vous habitiez Romans comme moi, autour comme vous. Et donc ce concept, c'est de relocaliser la filature, la teinture, le tissage, la coupe, la confection, le délavage de jeans, où vous habitiez en France, au plus près de chez vous. Donc on a développé une filière qu'on appelle en perma-industrie,
et c'est peut-être le sujet que je pourrais développer un petit peu par rapport au thème de votre journée consacrée à l'innovation et comment on fait, comme tu le disais en intro, pour créer des activités économiques qui soient viables. Avant, je dirais que au début de l'entreprise, je dirais que bien gérer une boîte, c'était bien gérer l'argent, ça suffisait. Puis, il y a peut-être 30, 40 ans, 20 ans, on s'est dit quand même, si on continue de maltraiter les gens, ça ne va pas le faire, au bout d'un moment, on n'aura plus personne pour bosser. Donc on a commencé à travailler de plus en plus les enjeux RH pour bien traiter les gens aussi, donc bien les gérer. Et puis là, on s'aperçoit au pied du mur, par rapport au réchauffement climatique, qu'il faut aussi bien gérer l'environnement. Et donc aujourd'hui, bien gérer une boîte, pour nous, 1083, c'est bien gérer les gens, l'argent et l'environnement. C'est pas l'un ou l'autre. En fait, s'il manque un des trois piliers, juste ça marche pas ou ça s'arrête au bout d'un moment. Bon, en tout cas, on prend des risques sur la qualité de son entreprise, de ses emplois, de son patrimoine. Donc, pour essayer de construire une activité économique qui réponde à ces trois critères, on a une mission dans notre entreprise depuis 5-6 ans, qui était amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire, ce qui fait que depuis qu'on existe, on a consacré tous nos profits au développement d'économie circulaire chez 1083 et à l'équipe. C'est-à-dire qu'on a développé un jean, par exemple, donc toutes les gammes chez 1083 sont made in France, tous nos jeans sont tissés, coupés, cousus, ennoblis en France, tout est bio ou recyclé, c'est vraiment, en fait, la mode c'est un prétexte pour porter nos idées. Et 1083 est un prétexte pour expérimenter cet entrepreneuriat qu'on essaye le plus complet possible. Donc ça demande quelques limites que l'on doit se fixer si on veut répartir la richesse ou les ressources entre l'argent, les gens et l'environnement, on ne peut pas en consacrer autant à la partie économique. Donc, par exemple, pour limiter l'enjeu la fuite des profits économiques, chez 1083, on ne va pas se verser de dividendes et on va limiter les écarts de salaire de 1 à 5 maximum pour qu'un maximum de la richesse créée serve l'équipe et serve les projets. On a aussi beaucoup réfléchi à la manière d'organiser notre filière. Quand on regarde le monde, on voit bien que ça ne marche pas. Socialement, écologiquement parlant, économiquement parlant, on est très fragile. On le voit avec la guerre en Ukraine, qui fait qu'on a doublé, qu'on a exclu l'énergie qui explose. On n'est pas résilient en fait. On croyait qu'on était robuste avec la mondialisation, mais en fait, cette spécialisation en des uns des autres nous a rendu fragiles des faiblesses des autres. Et donc, c'est pas un modèle raisonnable, c'est pas un modèle vraiment durable. On en vit aujourd'hui les pleines conséquences. Donc, si on se dit que ce monde, il faut le changer, déjà, il faut commencer par définir le monde. On dit que c'est une économie. Moi, je dirais que, vu du ciel, plutôt le monde, c'est une industrie. Parce qu'en fait, on ne fait que produire, consommer des produits, des services, des biens. Il y a des flux. En fait, c'est une gigantesque usine au monde, en tout cas dans notre civilisation. Et cette usine, c'est ce qu'il faut réinventer. C'est réinventer ce modèle industriel de services et de biens pour qu'il soit vraiment durable. Et donc, si on est OK avec le fait que le monde c'est une industrie, encore une fois, l'industrie, c'est pas que les usines, hein. L'industrie, c'est l'industrie de la mode, l'industrie de la finance, c'est les biens et les services. Une fois qu'on est OK sur le fait que le monde c'est une industrie, alors il faut qu'on trouve le modèle le plus performant d'écosystème que l'on puisse avoir autour de soi pour nous inspirer, pour faire évoluer notre modèle industriel. Et ce modèle autour de nous, chez 1083, on pense que c'est la nature. Parce qu'en fait, la nature, quoi qu'il se passe dans le monde, des ouragans, des tornades, des astéroïdes, des incendies, quoi qu'il se passe, que ce soit dans la terre, dans l'eau ou dans l'air, la vie reprend le dessus. À chaque fois, avec des constantes systématiques, la nature, elle fait toujours avec ce qu'elle a autour de soi, donc elle part du terrain. Elle cultive toujours la diversité, ça fait une partie de sa robustesse, et elle vise toujours la proximité, la circularité, il n'y a pas de déchets, et l'équilibre. Dès qu'un truc est en excès dans la nature, hop, il y a quelque chose qui vient le bouffer, qui vient le rééquilibrer. Et ça crée un modèle industriel qui est absolument remarquable, puisque du coup, la nature est invincible. Nous, on est fragile dans cette nature, on le voit, parce que notre modèle de développement, il est fragile, et il nous met en danger. Il met en danger la biodiversité, il crée des maladies, etc. Mais la nature, elle ne va pas mourir à cause de nous, elle va se renouveler à cause de nous, elle ne va pas mourir à cause de nous. Et donc, si on se dit que la nature est l'écosystème le plus éloquent, inspirant qu'il soit, alors, comment on fait pour s'inspirer de la nature, pour réinventer l'industrie?
Et donc on a regardé un peu tout ce qui se passait comme bio-inspira. Qu'est-ce qui s'inspire dans la nature, dans le métier? On a découvert tous les enjeux de mimétisme, tous les enjeux de bio-inspiration, de permaculture, de perma-entreprise, et on s'est dit, en fait, si on veut repenser l'industrie, alors repensons l'industrie en mode perma-industrie. Voyons qu'est-ce qu'on doit faire de différent pour créer une filière vraiment durable. Et donc cette logique de perma-industrie, elle repose sur 12 principes qu'on a définis. Ces 12 principes fixent des limites et fixent des repères pour tous les choix qu'on fait dans l'entreprise. Et ces choix, on les fait non pas par rapport à soi, à son goût, à son idée, mais à ce cadre de la perma-industrie. Et donc, par exemple, quand la nature dérisque en diversifiant tout ce qu'elle peut, et bien ça, c'est une profonde source d'inspiration chez 1083. Chez 1083, par exemple, au niveau commercial, on vend 50% sur Internet, 50% en magasin. Ces magasins, ils peuvent être à nous ou à des revendeurs. Et quand on a le web qui explose, qui performe comme l'an dernier quand les boutiques étaient fermées à cause du Covid, et bien en fait, au lieu d'investir à fond sur Internet parce que ça cartonne, on va contre-investir, c'est-à-dire qu'on va investir sur les magasins pour préserver ce 50-50. Donc ça peut être contre-intuitif, mais en fait c'est comme ça qu'on se préserve, peut-être demain, d'un virus informatique qui va plomber les ventes web pendant une semaine, un mois, 2 mois. Et on sera bien content d'avoir les boutiques pour continuer de nourrir l'activité. Cette stratégie de diversification, on la retrouve aussi au niveau de la production. Dans la mode, on a l'habitude de voir des marques qui soit font tout, soit sous-traitent tout. Tout sous-traiter, c'est vraiment être incapable en quelque sorte de gérer des tableaux Excel. Et on le voit quand la production n'est pas maîtrisée et distante, et ben dès qu'il y a des ruptures de flux, comme on l'a vu avec le Covid, tout s'arrête. On est fragile aussi. À l'inverse, si on veut tout faire soi-même, alors on risque d'être lourd, puisque du coup, il faut tout porter, tout investir, tout développer, tout former, ça peut être très laborieux. Et donc le croisement des deux systèmes qu'on a trouvé, c'est de tout savoir-faire. Donc on a intégré chez 1083 les métiers de la confection, de la coupe, du tissage, et en même temps qu'on sait tout faire, on partage le travail avec d'autres ateliers, français évidemment, qui sont nos confrères, qui ne sont plus nos sous-traitants parce qu'on est devenus sachants du métier, et du coup on est maintenant tisseurs comme eux, confectionneurs comme eux, et du coup on anime une communauté d'ateliers avec lesquels on travaille. Ça décentralise la production. Du coup, grâce à ça, on a du nord au sud à peu près 8 ateliers de confection en France qui confectionnent les jeans que vous commandez. Et grâce à ça, on va permettre, je l'espère en grandissant, de rapprocher toujours plus les consommateurs des fabricants pour que, où que l'on habite en France, dans quelques années, on ait un atelier 1083 à visiter près de chez soi pour découvrir comment le jean est fabriqué, pour voir les savoir-faire. Ça va permettre d'engager les consommateurs vers une consommation plus responsable parce qu'ils vont voir comment le jean est fabriqué. C'est un peu comme si vous aimez le vin, vous allez chez Leclerc, vous achetez une bouteille de vin, elle a un certain goût, un certain prix. Et bien la même bouteille de vin chez le vigneron, après avoir visité son vignoble et avoir ressenti toute sa passion, et bien en fait ce même vin il aura un goût meilleur et il vous paraîtra moins cher parce que le vigneron vous aura partagé toute sa passion. Et du coup, au lieu d'acheter une bouteille, vous allez repartir avec 3 caisses de vin et vous allez les offrir à vos amis, etc. Et cet engagement, il est super important parce que c'est un pouvoir magique qui est essentiel au développement du Made in France. En 2007, quand j'ai démarré, le bio, l'éthique, c'était vraiment marginal. Aujourd'hui, c'est mainstream, c'est trop cool. Sauf que du coup, quand on regarde les publicités de toutes les marques de mode, tout le monde est écologique. D'ailleurs, il n'y a plus de raison de s'inquiéter sur le réchauffement climatique si on en croit tous les annonceurs, tous les marketeurs, parce que l'on regarde les sites de H&M, de Zara, de Levi's, de tout le monde est écolo, tout le monde est responsable. En réalité, ce sont ça commence par la communication, et c'est du greenwashing en partie, et c'est très bien parce qu'en fait ce greenwashing, il accélère tout le monde, il les accélère eux, et il accélère aussi les consommateurs qui, du coup, considèrent ce que l'on fait nous, les puristes du sujet, avec plus d'attention, puisque du coup les grandes marques crédibilisent en quelque sorte ce que l'on fait. Mais le pouvoir magique que l'on a, la chance que l'on a, c'est qu'on a des usines qu'on peut faire visiter. Et donc, si tout le monde dit la même chose aujourd'hui, et c'est tant mieux pour l'environnement, pour l'éthique dans les modes, alors tout le monde ne peut pas le montrer aujourd'hui. Et donc nous, notre intérêt, c'est vraiment d'ouvrir un maximum nos usines. Ça engage les consommateurs à comprendre ce qu'ils achètent, à ressentir la passion qu'il y a derrière, et le savoir-faire qu'il y a derrière un produit. Et ça engage aussi les équipes,
parce que du coup, ça permet de montrer qu'on soit couturier, tisseur ou que sais-je. En fait, on a une vraie place, c'est une chaîne, on est tous dépendants les uns aux autres. S'il manque un maillon, ça ne marche pas. Donc en fait, tous les métiers sont respectables, et du coup, il faut tous les mettre en avant. Et quand on est commerçant, qu'on est vendeur, et ben en fait, on est directement au contact du client. Donc en fait, cette émotion, ce ressenti, ce partage, cette considération, ces félicitations parfois, on les reçoit des consommateurs, mais quand on est couturière ou tisseur, on ne les reçoit pas. Sauf si on fait visiter les usines. Et donc cet engagement réciproque entre travail et consommation, il est fondamental pour accélérer la transition. Parce qu'on a, chez 1083, un parti pris commercial un peu bizarre, une stratégie qui, pareil, est un peu contre-intuitive, mais beaucoup de marques, toutes les marques de mode, font leur beurre en cherchant à vendre un maximum de jeans à un maximum de clients. L'avenir de 1083, c'est de vendre à un maximum de clients le minimum de jeans. Parce qu'en fait, la taille du marché du jean en France est trop grande. On achète 88 millions de jeans chaque année en France. C'est 1,5 par an par personne. C'est beaucoup trop. Et donc, cette consommation un peu trop importante de jeans de mauvaise qualité, eh bien, en fait, on la remplacera. On sera capable de la faire diminuer qu'en proposant une alternative à ces jeans de mauvaise qualité, en développant des productions locales de jeans de bonne qualité, qu'on comprend comment c'est fait, qui l'a fait, où c'est fait, etc. Et donc, le parti pris que l'on a, c'est que si ce sont les marques de mode qui sont les mieux placées pour faire surconsommer et pour surproduire des jeans, alors il n'y a pas mieux placé que d'autres marques de mode, avec des modèles différents, pour faire moins et mieux consommer les gens. Et donc c'est pour ça que notre développement ne repose pas sur le fait que nos clients actuels achètent un maximum de jeans 1083, mais que nos clients actuels parlent de 1083 autour d'eux, pour que le moment venu, quand leur réseau, leurs voisins, leurs amis, leur famille viennent à acheter un jean, ils se disent « Ah bah ouais, au lieu d'acheter, de mettre 100 balles dans un Levi's, eh ben je vais mettre 100 balles dans un jean 1083 ou une autre marque made in France. » Et ça va les engager vers une consommation plus responsable, plus charmante, plus agréable. Le kiff, ça va pas juste d'être acheter le jean à un moment donné, comme on peut avoir dans la fast fashion. Et c'est vrai qu'acheter, c'est plaisant. Nous, on doit apporter d'autres kiffs tout au long de la vie du produit pour que du coup, les gens ils prennent goût et du coup, pour concurrencer les plein de petits kiffs qu'on a quand on achète plein de jeans par des kiffs réguliers avec 100 1083, parce qu'on s'est renseigné sur comment il est fabriqué, parce qu'on a vu qui l'a fabriqué, parce qu'on l'a acheté, parce qu'on l'a porté, parce qu'on l'a montré, parce qu'on en a parlé. Et tout ça, c'est vraiment la différence entre la consommation de masse et la consommation de qualité. C'est ce que je compare de manière un peu triviale comme Tinder et les histoires d'amour. En gros, nous, on doit créer des histoires d'amour avec nos clients, et Tinder fait le job, et c'est vrai que c'est satisfaisant, et c'est agréable, etc. Mais si on veut dépasser Tinder, alors il faut qu'on offre plus à nos clients, et c'est pour ça qu'il est si important pour nous de faire visiter nos ateliers, d'expliquer notre démarche. On a même sorti un livre récemment avec Erol qui s'appelle l'atelier du jean, où on partage tous les patronages de nos jeans pour vous apprendre à le faire à la maison, votre propre jean 1083 sur votre machine à coudre, à essayer. Et il y en a qui y arrivent, c'est magnifique. Et il y en a plein qui n'y arrivent pas, et qui disent, bah dis donc, ça fait 2 jours que je suis dessus, au moins 15 heures, c'est pas terrible. Ben, je comprends qu'en fait un jean ça vaut pas 20 €, ça vaut pas 30 € vu le temps que j'y ai passé et vu ce que j'ai raté. Donc c'est une manière en partageant le savoir-faire, ça permet aussi de montrer à tous et ben, toute la dextérité, tout le savoir-faire qu'il faut développer pour faire des jeans au coup de qualité. Donc voilà en gros la présentation de 1083. Je ne sais pas si je suis dans les temps, je peux développer plein de sujets. S'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, et qu'il y a un petit temps de questions-réponses, je suis à votre disposition pour m'adapter à vous. Voilà. Merci Thomas. Alors on est un peu contraint par le temps, je pense que toi aussi, mais en tout cas un grand merci pour ton témoignage. Promotion du savoir-faire local et retour à l'authenticité, on a compris que c'était des valeurs que tu portais et qui étaient diffusées dans toute l'entreprise. Je pense que beaucoup de nos participants aujourd'hui auront à cœur aussi de les appliquer. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant et je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser, de t'inviter à nouveau et peut-être de prolonger du coup l'échange dans des conditions plus propices. Merci encore beaucoup pour ton temps, on peut applaudir Thomas.